Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale avec l'événement tennis. Ça commencera ce samedi, une semaine avec l'élite du tennis mondial. Nous recevrons Denis Negelen, le directeur des internationaux de Strasbourg. Floriane Varieras sera sur ce plateau, elle est co-déléguée Alsace de SOS Homophobie avec des chiffres littéralement dans le rouge. On en parlera. Et avec Valérie Zago, elle nous racontera les terroirs avec notamment le grand cru Brudertal. Mathieu Chanvillard, c'est l'humeur du jour du jeudi, à retrouver dans quelques minutes. Avant cela, le JT Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous, à la une de l'actualité alsacienne ce soir. Alors que l'offre de transport par autocar de la région Grand Est est en pleine structuration, de nouveaux enjeux se dessinent pour l'année 2019. La start-up strasbourgeoise Visible Patient est présente pour la seconde fois au salon Viva Technologie, le plus grand salon européen dédié à l'innovation qui se tient jusqu'à samedi à Paris. Et puis, visiter un musée dans le noir à l'aide d'une simple lampe torche, c'est l'expérience que vous propose le musée Adolphe Michaelis de Strasbourg. Mais pour commencer, la SNCF supprime les trains intercités Strasbourg-Paris, baptisés 100% éco à partir du 19 mai. Lancé en 2015 pour concurrencer les bus Macron, il reliait les samedis et dimanches les deux villes en un peu plus de 4 heures avec des tarifs avantageux. La compagnie justifie la suppression de la ligne par le succès des trains Ouigo au détriment des intercités. Transport toujours, vous l'avez probablement remarqué, les bus interurbains sont passés aux couleurs de la région Grand Est. Depuis 3 ans, avec le transfert du service des départements à la région, cette dernière travaille à rendre homogène l'offre des transports par autocar. Tarifs, prestations et cadences d'horaires sont progressivement unifiés. Plus d'explications avec Romain Hirt. Retour au dépôt pour ce bus Royer Voyage. Il vient d'assurer le transport des voyageurs sur l'une des 326 lignes interurbaines de la région Grand Est. Autrefois prestataire des conseils départementaux, l'entreprise installée à Herlisheim travaille aujourd'hui avec la région. En effet, depuis la loi NOTRe, c'est l'entité régionale qui gère les transports par autocar. On est passé de 10 politiques de transport différentes à une seule sur l'ensemble du territoire. Un changement d'échelle majeur pour les entreprises de la région. L'objectif, c'est d'assurer la mobilité des habitants du Grand Est avec une même politique, avec des tarifs harmonisés, avec des horaires accessibles pour tout le monde. Très concrètement, on n'aura plus de frontières entre les départements. Pour assurer les transports du quotidien, une centaine d'entreprises qui emploient 7500 personnes. Pourtant, le changement d'échelle ne s'est pas traduit par des économies au détriment des PME. Le Conseil régional et la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs ont souhaité conserver un équilibre dans les marchés publics. Il faut que ces marchés restent accessibles aux PME, soient bien entendu accessibles aux grands groupes, parce que les PME peuvent aussi apprendre à se professionnaliser au contact des grands groupes. Autre défi pour les compagnies de transport, celui de la transition énergétique. Le transport par route doit assurer sa mutation vers l'électrique. Aujourd'hui, un autocar, je disais, c'est 200 000 € d'investissement. Un autocar électrique, c'est le double. Donc, les budgets sont bien entendu contraints, mais les budgets sont réels. Et à nous aussi, en tant qu'acteurs du quotidien du transport, à travers nos échanges avec les équipes de la région, de progresser dans ce domaine, de nous inscrire réellement dans cette transition énergétique, mais de nous inscrire aussi dans cette transition économique qui est majeure. Dans la grande majorité, celui-là. Des transports plus propres, au plus proche des habitants et garantissant la pérennité des emplois locaux, autant d'enjeux d'avenir pour la politique de transport. Contribuer à l'amélioration du cadre de vie dans sa commune, c'est tout l'enjeu de la journée citoyenne. Elle rassemble chaque année près de 55 000 bénévoles dans le Haut-Rhin. Rénovation d'équipements, valorisation du patrimoine, projet associatif, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Et le programme est chargé pour la prochaine édition qui se tiendra le 25 mai dans de nombreuses communes. Reportage de Marine Zis.
Alors que plusieurs élus sont réunis dans la mairie de Richwiller pour lancer la 10e édition de la journée citoyenne dans cette commune, dehors, à quelques mètres d'eux, une cigogne joue à cache-cache dans son perchoir situé dans le jardin du presbytère. Et alors que cela pourrait être anodin, c'est en fait tout un symbole pour le maire de Richwiller, puisque ce perchoir avait été installé lors d'une journée citoyenne. Richwiller est une commune anciennement industrielle et qui n'a pas forcément le charme des maisons en colombage, d'une rivière, d'une montagne, de vignes, de choses comme ça, mais on tient à notre historique alsacienne et donc nous avons eu un clin d'œil à ce passé alsacien, à cette Alsace plus exactement, en mettant en place un nid de cigogne en 2015. Et on a eu l'une ou l'autre fois une cigogne qui est venue mais qui n'est jamais restée. Et le hasard veut qu'il y a 3 semaines, un couple de cigognes s'est installé comme un fait exprès par rapport à cette 10e édition. Et effectivement, apparemment, il y en a une qui niche, donc j'imagine que nous aurons encore des petits cigognes dans les semaines à venir. Donc c'est vraiment un sacré clin d'œil pour nous. D'autres chantiers ont été effectués durant les précédentes journées citoyennes et seront poursuivis lors de la prochaine édition, comme par exemple la remise en état des bâtiments communaux ou encore le fleurissement de la ville. Lancée en 2008 par le maire de Bervillers, actuel président de Mulhouse-Alsace Agglomération, la journée citoyenne se tient désormais dans 300 communes du Haut-Rhin. Et le concept a même été repris en Angleterre. 80% des communes du département du Haut-Rhin font la journée citoyenne, plus de 2000 villes en France, et c'est parti de chez nous, donc on est fiers parce qu'on sait que ce sentiment de participation et de valorisation est partagé par l'ensemble des citoyens. Il n'y a pas de grand discours, il n'y a pas de grand débat, c'est juste la collectivité qui accompagne toutes les initiatives des citoyens. Et quand on voit la fierté de participer, ça fait la force de nos communes, ça fait la force de notre pays. Et c'est sur ces valeurs-là qu'on doit baser le développement de notre territoire. La journée citoyenne s'organise également dans 15 collèges du Haut-Rhin, ainsi que dans des musées de l'agglomération mulhousienne, comme à la Cité du Train à Mulhouse ou au musée de la Mine à Wittelsheim. Chaque année en France, plus de 63 000 erreurs évitables graves seraient commises en chirurgie. Pour éviter cela, la start-up strasbourgeoise Visible Patient propose de reconstruire en 3D le corps humain pour simuler et préparer l'acte opératoire. Présente au salon de l'innovation Viva Technologies, elle vient d'annoncer une levée de fonds de 11,3 millions d'euros. Son ambition, se développer au niveau international. Nora Boiriwa. La start-up strasbourgeoise Visible Patient, qui modélise en 3D les organes à opérer, est présente pendant 3 jours au salon Viva Technologies à Paris. Elle vient de signer un contrat de partenariat avec la société DocaPost, filiale du groupe La Poste. Objectif, héberger les données des patients en toute sécurité et mettre en place un dispositif simple d'usage pour faciliter la demande de prise en charge par les assurances et mutuelles de santé. Et ça nous permet aussi d'être partenaire avec d'autres sociétés, notamment alsaciennes, comme la société Immédiat, qui utilise aussi DocaPost comme hébergement. Et tous ces partenaires en fait travaillent ensemble. On se retrouve ici, on présente nos résultats au monde économique et aussi aux investisseurs possibles. Mais il y a aussi des assureurs ici et c'est important pour nous les assureurs puisque c'est eux qui prennent en charge la modélisation 3D de Visible Patient. La présence de Visible Patient sur le salon Viva Technologies a aussi permis d'annoncer officiellement une seconde levée de fonds de 11,3 millions d'euros qui va permettre de développer la société alsacienne à l'international et les recherches plus rapidement. On est certifié pour l'Europe et les États-Unis sur nos premiers systèmes de traitement d'image. Et là, on va développer une nouvelle gamme d'outils qui doit être elle aussi certifiée. Et donc, on n'était pas assez nombreux pour lancer cette nouvelle gamme qui va améliorer et étendre nos possibilités de modélisation. Et grâce à cette levée de fonds, on va pouvoir développer cette nouvelle gamme. Actuellement, Visible Patient compte 19 personnes. Avec cette nouvelle levée de fonds, la start-up strasbourgeoise compte recruter encore une vingtaine de personnes d'ici la fin de l'année. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Imaginez découvrir le moulage d'une statue antique à la lueur d'une lampe torche. Le musée Adolphe Michaelis de Strasbourg propose des visites dans le noir à ses visiteurs sur la thématique des monstres de l'Antiquité. L'occasion de redécouvrir sa collection de 900 moulages sortis de l'ombre en 2015 lors de la création du musée. Immersion avec Cécile Motz.
faut savoir que tous les citoyens pouvaient participer aux élections et au tirage au sort. Dans le sous-sol du palais universitaire se cache un musée. Rempli de moulages de statues antiques, il s'appelle Adolphe Michaelis et ce soir-là, plus que jamais, il s'agissait de sortir les moulages de l'ombre. Les moulages, on les découvre sous un nouveau jour grâce à ça. Le fait d'avoir un éclairage beaucoup plus ténu et que le moulage soit vraiment englobé dans l'obscurité, ça donne forcément une autre impression. La visite à la lampe torche est donc une façon de découvrir le musée sous un nouveau jour, mais elle fait aussi écho à l'histoire particulière du lieu. À partir de la Seconde Guerre mondiale, du coup, tous ces moulages ont été descendus dans les caves du palais universitaire et qu'à partir de là, et ce jusqu'à l'ouverture du musée, ils y sont restés. Et du coup, pendant cette période, si on voulait avoir accès à cette collection, il fallait forcément passer par la lampe torche et s'organiser des petites excursions, si on peut dire, dans les souterrains du palais. De défense de la cité. Si le musée retrouve peu à peu sa vocation originale de support pédagogique pour les étudiants d'histoire et d'histoire de l'art, il est ouvert au grand public et la lampe torche permet de renouveler l'intérêt tout en attirant de nombreux curieux. Moi, je trouve que le gros avantage, c'est que ça permet de pointer sur les détails. Et surtout, ce qui est extraordinaire avec les statues, c'est qu'on voit beaucoup mieux le relief. J'avais déjà fait la visite du musée Vaudou à la lampe torche, qui était assez chouette et assez flippant, surtout dans ce lieu-là, avec toutes les histoires justement. Et du coup, j'étais assez intriguée d'avoir un nouveau coup de projecteur un peu sur la sculpture en règle générale. C'est vraiment cette notion d'avoir un point de vue assez personnel face à tout ça. Donc même si on est guidé par la lampe torche du guide, on peut se permettre de vaquer en grosse digression par rapport à ce qui nous interpelle, des petits détails. Le musée vit grâce à une équipe d'une 40aine d'étudiants bénévoles. S'il va prendre ses congés d'été avant de rouvrir à la rentrée universitaire, il reste une occasion de le découvrir ce samedi soir dans le cadre de la Nuit européenne des musées. Et on termine ce journal avec l'image du jour d'Olivier Anne. C'est la patrie de Bugatti, mais ces prochains jours, c'est bien la voiture du peuple que va accueillir la ville de Molsheim. C'est déjà la 14e édition du Molsheim Cox Show, où vous pourrez dès demain découvrir tous les modèles de cette voiture légendaire. De multiples animations sont également annoncées, et notamment musicales en soirée. Vous pourrez également vous faire photographier devant un combi d'époque, l'époque hippie bien entendu. Et il y a même une coccinelle à gagner. Voilà, merci beaucoup Camille pour ce JT. Et le plateau du soir, Mathieu Chanvillard, Valérie Zago avec nous, Floriane Varieras qui est co-déléguée Alsace de SOS Homophobie. Et il arrive avec le t-shirt de l'organisateur, c'est Denis Negelen, directeur des internationaux de Strasbourg. Quel temps fera-t-il justement? Ça c'est un petit peu l'incertitude. Eh bien je vous propose d'y remédier, c'est parti. Déconter, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous présente la météo. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. C'est une journée de vendredi qui va bien se passer dans l'ensemble. Ça commence le matin avec un soleil très généreux aux frontières rhénanes en Alsace. Passage nuageux mais surtout beaucoup de soleil. Les valeurs dans la matinée, elles restent fraîches. 6 degrés seulement à Mulhouse ou encore à Bâle, 7 degrés si vous êtes à Colmar, Saverne ou chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg et 8 degrés la maximale prévue à Strasbourg et Wissembourg. Votre après-midi, un peu plus de nuages si vous êtes aux frontières rhénanes, mais toujours un temps plutôt stable et des valeurs dans l'après-midi qui grimpent jusqu'à 20 degrés et ce sera la maximale à Strasbourg ainsi qu'à Oppenheim ou encore Pratteln. 19 degrés dans le Haut-Rhin et chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg et 18 degrés à Saint-Jean-de-Saverne. Votre début de week-end, eh bien, il sera plutôt agréable avec des passages nuageux et encore un petit peu de soleil. Et des valeurs qui iront entre 20 et 22 degrés dans votre après-midi. En ce vendredi, nous célébrons les Pascales. Le soleil se lèvera à 5h46 pour nous dire au revoir à 21h05. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Déconter, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous a présenté la météo.
Et l'ouverture officielle des internationaux de Strasbourg, c'est ce samedi. Denis Desgelaine, le directeur, est avec nous. Je vous ai vu regarder la météo. C'est un point important. Vous scrutez tous les jours la météo ? On y est très attentif, bien sûr, parce que c'est primordial, parce qu'on joue un tournoi à l'extérieur et sur terre battue, qui est une matière vivante. Donc, il faut être très prudent et prendre des précautions. Est-ce que vous avez réuni cette année le plateau idéal pour en faire toujours la grande fête du tennis en Alsace ? C'est un très beau plateau, un plateau que je dirais, dans la théorie, qui est un des meilleurs de l'histoire des IS. Ah ouais. On a 2 joueuses du top 10, ce qui n'est jamais arrivé. Comment ça se passe pour attirer ces joueuses ? C'est elles qui vous appellent, vous avez votre téléphone en permanence, greffé, là il l'a posé, mais si on a de la chance. Elles vous appellent, vous les appelez, ça se passe comme ça en fait, c'est de gré à gré, parce qu'il y a un nombre de places limité fatalement. J'attends qu'on m'appelle, c'est vrai. Non, mais surtout aujourd'hui, parce que le tournoi de Rome se joue en ce moment, le prochain c'est Strasbourg, et il est important, il y a toujours des joueuses qui pensaient aller beaucoup plus loin à Rome et qui sont battues. Et celles-ci, elles m'intéressent parce qu'elles veulent jouer avant Roland-Garros encore quelques matchs et je suis ravi de les accueillir dans la mesure du possible parce que les règlements précisent un certain nombre de choses. Il n'y a plus qu'une place à Strasbourg. Il y a en fait 2 places encore. Il y a encore 2 places. Il y a une wildcard top 20 que je peux encore attribuer, donc il faudrait qu'elle soit éligible top 20, c'est un peu compliqué, mais soit elle est dans les 20 premières, soit elle a gagné un grand tournoi dans l'année dernière, et même si elle n'est pas top 20, elle peut être considérée comme telle. J'ai constaté que Muguruza avait perdu aujourd'hui. J'ai presque content. J'ai constaté que Serena Williams avait perdu. Donc, bien sûr, j'attends qu'elle m'appelle. Non, je plaisante, je pense qu'elles ne m'appelleront pas, mais ça ne fait rien. Je garde espoir jusqu'à demain. Vous avez jusqu'à quand ? Il y a une deadline pour donner cette week-end ? Oui, puisqu'il faut bien faire le tableau. Le tableau, on le fait demain à 17h et la deadline est à 13h, je crois, donc 4 heures avant le tirage au sort du tableau. Donc vous aurez votre téléphone, une fois de plus, greffé toute la nuit. Voici vrai. En images l'édition 2019. Regardez. Et le directeur du tournoi, Denis Desgelaine, est notre invité. La tête d'affiche, est-ce qu'on peut dire que c'est l'américaine Shawn Stephens, qui est 8e joueuse mondiale, Denis ? Oui, sans aucun doute, parce qu'elle est 8e mondiale, mais il ne faut pas oublier qu'elle était en finale de Roland-Garros l'année dernière, qu'elle a gagné l'US Open, qu'elle a gagné la Fed Cup. C'est vraiment une des toutes meilleures joueuses du monde. Voilà, content de la revoir à Strasbourg. C'est le genre de fille qu'on a découvert il y a quelques années, quand elle était nettement moins bien classée. C'est un peu le charme de ce genre de tournoi. On découvre parfois des joueuses en devenir, elles font des super perfs derrière. C'est parfois difficile de les faire revenir. On va avoir des joueuses comme ça de ce niveau-là qui reviennent. C'est important pour le tournoi, ça fait plaisir. Non, mais c'est important pour le tournoi, pour Strasbourg. C'est une grande fierté de voir que les joueuses qui sont... Elle avait déjà éclaté à Strasbourg il y a 4 ans, elle est allée en demi-finale, mais elle était inconnue. Et entre-temps, elle a fait une carrière absolument incroyable, et surtout depuis 1 an et demi. Donc, qu'elle accepte de revenir, c'est une preuve que le Strasbourg devient un tournoi qui a une très bonne réputation auprès des joueuses. En tout cas, je le prends comme ça. Chaque année, c'est un grand plaisir. Que dire de l'inusable australienne Stossur ? On ne donne pas l'âge des femmes, mais dans le sport, c'est différent. Elle a 35 ans, vainqueur en 2015 et 2017. Moi, je serais ravi qu'elle aille au bout de nouveau, parce que c'est une femme exceptionnelle. Et bon, comme vous l'avez dit, elle a gagné 2 fois à Strasbourg. Donc, pour une Australienne, gagner sur terre, c'est assez rare. Donc, gagner 3 fois serait un exploit incroyable. Ce serait amusant. Il y a ça, très fermé en plus, des triples vainqueurs à Strasbourg. Il faut des Françaises, évidemment, pour faire un tableau. On va pas tout. Les Françaises sont nombreuses. Française, Caroline Garcia, Pauline Parmentier, Alizé Cornet, mais qui vient d'annoncer une blessure. Donc, je suis un peu inquiet sur sa participation. Puis Fiona Ferro aussi, que le public strasbourgeois ne connaît pas bien, mais qui est maintenant dans l'équipe de France de Fed Cup, qui jouera la finale
contre l'Australie. La France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde donc féminine. Ça sera en novembre. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a 4 Françaises de l'équipe de France et il y a 3 Australiennes de l'équipe d'Australie qui sont à Strasbourg. Donc c'est on la va répétition faire générale. Une répétition de la finale du championnat du monde par équipe. Et vous miseriez sur Caroline Garcia? Elle n'a jamais démérité. Ah non, bien sûr. Non. Et puis Caroline Garcia a montré qu'elle faisait partie des toutes meilleures joueuses du monde. Elle a un petit passage à vide depuis quelques semaines et mois, mais je pense qu'elle se prépare, surtout pour Roland-Garros, je voudrais quand même pas trop frimer, mais Strasbourg est une étape dans sa préparation. Le côté un peu people maintenant, il y a des Françaises, Américaines, Chinoises, Suédoises, Roumaines, Russes, Australiennes. Est-ce qu'elles sont toutes logées à la même enseigne ou est-ce qu'il y en a parfois qui ont des demandes un peu particulières? Elles veulent toutes manger de la choucroute. Ça, c'est le directeur de tournoi qui balance pas, en gros. Il y a parfois des demandes en disant, voilà, moi je viens, mais je veux ça, je veux une grande suite, je veux une voiture comme ci, comme ça. Oui, ouais. Ça arrive bien sûr quand vous êtes demandeur de la participation de ce que je vais appeler une star, une des 20 meilleures joueuses du monde qui a déjà un palmarès très très fort, elle demande un certain nombre de choses. La plus exigeante, c'était Sharapova en 2010, qui était la star quand même du tennis mondial et qui avait beaucoup d'exigences. Mais bon... Ça se comprend. Ça se comprend tout à fait. Bon, voilà. Mais bon, elle vient en jet, il faut la chercher au pied de son avion, il faut 3 chambres et des suites. Mais tout ça est... La vie de starlet. C'est Sharapova. Une petite dernière. On va passer, ça c'est le côté sportif, on peut pas parler du côté public, du côté business aussi, c'est quand même un événement très important dans le monde politique, économique, alsacien, ces internationaux de Strasbourg, c'est peut-être sans équivalent, d'ailleurs c'est une des raisons de la survie tout simplement, une des raisons d'être même quasiment du tournoi, cette dimension économique. C'est effectivement une raison de la survie et de son redéveloppement, parce qu'on a, en fait, quand j'ai repris le tournoi il y a 10 ans, j'ai bien compris que le modèle économique classique qui avait existé auparavant était mort, que trouver des annonceurs juste sponsors qui payent des centaines de milliers d'euros, je ne les trouverais plus. On était en 2010 face à une crise économique. Donc j'ai changé de modèle en me tournant vers ce qu'on appelle les métiers de l'hospitalité, qui est aussi une des spécialités de mon agence, puisqu'on est agence officielle de Roland-Garros, du prix de l'Arc de Triomphe, du tournoi Destination, etc. Donc j'ai voulu montrer que... À Strasbourg, on pouvait offrir un produit pour les entreprises d'accueil, pour leurs clients. Et donc, on a upgradé tout ça en investissant dans les structures d'accueil, en ayant la chance aussi d'avoir des chefs absolument incroyables qui viennent nous soutenir, comme Marc Eberlin. Ouais. Donc, tout ça participe à la qualité. Les entreprises acceptent, aiment beaucoup ça et viennent de plus en plus nombreuses inviter leurs clients à l'occasion des IS. Et c'est donc un lieu d'échange à la fois entre chefs d'entreprise, mais aussi les médias sont présents. Je vous vois très souvent là-bas. Voilà. Et voilà, tous les leaders d'opinion, on a cette chance-là. Donc, c'est ce qui permet aujourd'hui... L'importance et le développement des internationaux de Strasbourg. Allez, 2 infos encore. Le site internet, c'est le 3W qui s'affiche internationaux-strasbourg.fr qui vous permet encore de prendre des places pour aller assister à ce spectacle. Et bien sûr, Alsace 20, à partir de midi, lundi et tous les jours de la semaine, délocalise également son antenne et accueillera des joueurs, des entraîneurs et tout ce monde, cet écosystème autour du tennis. Vous restez tous avec nous. Vous savez que le jeudi, ce sont les humeurs de ce monsieur Mathieu Chamvédard. Aujourd'hui, on va parler des élections européennes. Alors non, ne partez pas. On va parler Pinard aussi avec Valérie dans un instant. Voilà, comme ça, je suis sûr que vous restez. C'est ça le problème. Dès que vous dites élections européennes, les gens partent en courant. Alors ça peut servir, parfois. Moi, je reçois plein de coups de fil à la maison, sur mon portable, des gens qui veulent isoler ma maison, vous vendre des trucs et tout. Je leur dis juste élections européennes et ils raccrochent. C'est très pratique. Mesdames, si vous êtes collés dans un bar où il y a toujours des dragueurs un peu lourdeaux, collants, gluants et tout, vous lui dites élection européenne, il dégage tout de suite. C'est beaucoup plus efficace qu'un coup de genou dans les couilles, c'est moins risqué. Vous verrez, ça marche à tous les coups. Bon, comme je vois que vous avez du mal à vous passionner pour ces élections, j'ai décidé de suivre ça de très près à votre place. Ne me remerciez pas, je suis payé pour. Du coup, je suis cette campagne vraiment de très près. Je regarde tous les clips de campagne, les meetings, les déclarations, les tracts et tout. Même à la maison, du coup, il faut suivre, il y a 34 listes, ça demande un peu de boulot. Du coup, même à table avec les enfants, on parle du Brexit, des accords de Schengen et de la directive sur les travailleurs détachés. Si vous voulez me dénoncer à la DAS pour mauvais traitement contre mes enfants, vous pouvez, je comprendrai. Mais du coup, je crois comprendre que les enfants, ça imprègne, ils regardent et ça les marque. Quand je suis rentré hier après-midi, après le boulot,
que j'ai trouvé la nouvelle télé exploser au milieu du salon avec le ballon de foot. Et ben, mais je suis devenu tout rouge. J'ai demandé à mes deux garçons, mais qui a fait ça? Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, bah, c'est l'Europe. Et ben voilà, l'alibi parfait, hein, le Lee Harvey Oswald de l'excuse politique. L'alibi impeccable, c'est la faute de l'Europe. Bah oui, en même temps, tout le monde dit ça en ce moment, partout, hein, le chômage, la misère, l'exclusion, et ben c'est l'Europe. Hein, la villa de Balkany à Marrakech, c'est l'Europe. La météo dégueulasse de ce mois de mai qui inquiète Denis, et ben d'où il vient ce vent pourri qui nous a dégueulassé tout le mois de mai, d'Europe du Nord et de l'Est en plus. Et ben voilà, le blizzard polonais, après le plombier polonais, le blizzard polonais qui nous pourrit tous nos week-ends, et nos barbecues bien de chez nous, qui avant ça, il faut le reconnaître, étaient quand même toujours réussis. Curieusement, il n'y a que les footballeurs que je n'ai pas entendu dire du mal de l'Europe. Pourtant, ça ferait bien dans une déclaration d'après-match, après une défaite. Ouais, on a fait un bon match, l'important c'était les 3 points, mais si on perd ce soir, c'est clairement à cause de l'Europe. Bon, ils mettent arbitre pour l'instant à la place, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Alors attention, il y a une nuance subtile, hein, l'Europe, c'est pour ce qui ne marche pas. Hein. Quand il y a un succès, quelque chose qui fonctionne bien et tout, c'est grâce bien sûr au talent et à la clairvoyance de nos grands leaders et de nos hommes politiques. Hein. L'Europe n'a rien à voir là-dedans. Moi, je fais comme eux, hein, du coup, hein, comme mes enfants, ils ont bien compris, il fallait faire comme les politiques. D'ailleurs, c'est l'heure de votre déclaration d'impôt. Moi, j'ai fait comme Patrick Balkany. Alors, ça va beaucoup plus vite hein, de faire sa déclaration comme Balkany, c'est très vite fait. Et puis, ça donne. Non, ça marche très bien. Et puis, pour le mot d'excuse de vos enfants, hein, moi, mon fils était en retard hier matin sur le petit billet qu'il faut remplir pour les profs. À la rubrique motif, j'ai écrit Europe. Et ben, c'est passé comme une lettre à la poste. Morale de l'histoire, c'est donc tout est de la faute de l'Europe, mais il faut surtout pas en sortir parce qu'on n'aura plus d'excuses après. Exactement. Elle a Bordeaux, l'Europe. Mathieu Chanvillard, c'est tous les jeudis. Dans un petit instant, Floriane Varieras, on va parler de SOS homophobie avec des actes et de nombreuses victimes, en tout cas des chiffres qui explosent. Valérie, vous avez prévu les meilleurs des terroirs. Ça, c'est après la petite pause. Et Floriane Varieras, c'est notre invité, co-délégué Alsace de SOS Homophobie. J'ai regardé un peu quelques dates, puisque demain, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Pourquoi demain, le 17 mai? Parce que le 17 mai 1990, donc c'est il y a à peine 29 ans, l'Organisation mondiale de santé retira l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Et oui, il ne faut pas oublier qu'un jour, on a pensé que l'homosexualité était une maladie mentale. Vous avez quel âge ? J'ai 26 ans. Voilà, vous n'étiez pas né. Non, je n'étais pas né. C'est fou quand on regarde ça, de se dire que 3 ans avant votre naissance, on considérait ça comme une maladie mentale. Vous étiez dans le sud de l'Alsace aujourd'hui, faire de la pédagogie, expliquer à des jeunes qui sont en 4e, 3e, pourquoi il y a des agressions, ce qu'est l'homophobie, etc. Comment on aborde des petits jeunes qui ont 13-14 ans ? Déjà, nous, on ne fait pas un cours magistral. On essaye de créer un dialogue avec les jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer, et on leur dit directement, le but c'est pas qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est juste que vous puissiez vous exprimer et que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Au début ça les fait rire Non, en fait ils sont assez contents et on les prend au sérieux, du coup ils prennent le sujet aussi au sérieux, et ils sont contents de pouvoir s'exprimer et de pas être jugés. Ce qu'on leur demande juste c'est d'être bienveillants. Et vraiment, ils le comprennent et ils y tiennent, ils font le... Et vous m'avez dit en préparant qu'il y a des termes à employer. C'est dès le départ, on donne d'entrée de jeu les mots. C'est quoi les mots, les termes ? Déjà, on va définir ce que c'est qu'une orientation sexuelle, parce que rapidement, sinon, des mots comme PD, Gwyn peuvent arriver et on va arrêter tout de suite. On va dire, non, on dit gay, on dit lesbienne, on dit bi, on dit hétéro, mais on ne dit pas d'autres termes. Les autres termes, c'est des injures, et les injures, on ne les utilise pas parce que ça peut être offensant, et on ne sait pas la conséquence que ça peut avoir sur les individus. Et souvent, ce qu'on leur dit, c'est même si vous dites PD une seule fois, parce que c'est l'insulte qui est le plus dit dans les milieux scolaires, dans les cours de récré, la personne, elle l'a peut-être entendu 15-20 fois dans la journée, et peut-être qu'à la fin de journée, elle en a marre, et que les conséquences que ça va avoir sur elle vont peut-être être graves, et il ne faut pas les minimiser. Et bien à propos de ce mot PD, qui est un mot qui est encore employé parfois dans des stades de foot, regardez, et on revient dans un petit instant, regardez. Les injures homophobes n'ont rien à faire dans un stade de football. Il n'y a aucune raison de considérer qu'une injure homophobe, qu'un chant homophobe ne soit plus condamnable par la loi à partir du moment où ils sont prononcés dans un stade de football. Ils restent à 100% des injures et doivent être sanctionnés.
retrouver les images qui étaient dans un stade de foot, c'est juste avant, on va les recaler. Ce collectif-là qu'on vient de voir, Rouge Direct, qui lutte contre l'homophobie, a demandé à la Ligue de football, puisqu'on a parlé beaucoup de sport, la Ligue de foot pro, de prendre des mesures, donc de filmer avec un smartphone quand il y a des supporters comme ça qui traitent les gens de PD, etc., des chants de haine, les transmettre à la police. Alors on se dit que ça ne peut pas marcher, sachez qu'en Angleterre, un supporter a été condamné à une interdiction de stade durant 3 ans. Est-ce que c'est vers ça qu'il va falloir tendre maintenant ? Sûrement, il faut condamner parce qu'en fait, là, on a observé encore une hausse des témoignages liés à des LGBT-phobies. Et les conséquences sont vraiment désastreuses et j'insiste dessus. C'est-à-dire que les jeunes LGBT ont 4 à 7 fois plus de risques de commettre une tentative de suicide que les jeunes hétéros. Et ça, c'est pas possible de faire comme si on ne savait pas et comme si il ne se passait rien. Et le folklore des stades de foot ou d'autres stades de sport, surtout collectifs, qui entretiennent les stéréotypes homophobes, on doit les condamner et on ne doit plus laisser ça sous des couverts de tradition ou de choses banales. Quelques chiffres, Florian. On va juste regarder ce stade de foot. Regardez, on écoute. Ah, quand ça veut pas. Ça veut pas. Allez, je donne des chiffres. Voilà, c'est pas drôle du tout. Non. Voilà, ce sont des injures et il faut condamner 15% d'augmentation pour les actes homophobes, 66% d'agressions de plus par rapport à 2018, des femmes de plus en plus ciblées. Comment est-ce qu'on explique cette recrudescence d'injures et d'actes homophobes ? Alors du coup, les témoignages, nous, qu'on publie, enfin les chiffres que vous avez cités, c'est les témoignages qu'on reçoit, parce qu'on a une ligne d'écoute pour pouvoir soutenir les victimes. Et du coup, c'est le nombre de témoignages qu'on reçoit et c'est le nombre d'agressions physiques qu'on a eu aussi en témoignage. Du coup, il y a une partie qui est liée de cette augmentation, qui est liée aussi à la libération de la parole. C'est-à-dire que les personnes concernées vont moins avoir honte de subir des agressions. Il n'y a pas forcément plus d'actes, mais on en parle plus. Qu'est-ce qui est rassurant en fait là-dedans ? Alors le fait qu'on en parle plus, je pense que c'est important parce que du coup ça libère aussi les personnes qui, en plus d'être victimes, avoir honte, c'est horrible. Et par contre pour les agressions physiques, on l'a vu l'année dernière, en fin d'année dernière, dernier trimestre, on a compté une agression physique par jour. C'est énorme. Et à Strasbourg, on avait fait un événement le 27 octobre pour dire, ça suffit, c'est pas possible. On peut pas juste tabasser des gens en raison d'une orientation sexuelle qui est différente de la nôtre. Et voilà, là-dessus, on appelle vraiment les pouvoirs publics à prendre des mesures et à être efficaces. Et surtout, quand une personne subit une agression et qu'elle va porter plainte, que la plainte soit reçue de la part des autorités, ce qui n'est pas forcément le cas. Souvent, il y a encore du boulot à faire. Il y a encore une victime sur 5 ne porte pas plainte. Oui. Voilà, ça veut dire qu'il y a... C'est quoi, vous l'attribuez, cette augmentation. Moi, je vis dans le monde des bisounours, j'ai quand même toujours l'impression qu'il y a quand même plein de choses qui sont mieux acceptées aujourd'hui. C'est pas le cas. C'est-à-dire quoi ? C'est pas le cas partout. Ça dépend de milieux sociaux, ça dépend c'est géographique, c'est culturel. Alors, pour le coup, c'est assez transversal. Je pense que ce qui joue aussi, c'est que les personnes LGBT vont plus se tenir la main dans la rue, par exemple, quand elles sont en couple. Il y a plus de visibilité et potentiellement ça attise aussi plus de haine derrière, mais c'est pas parce que ça attise plus de haine qu'il faut moins de visibilité pour autant. Bien sûr. Et du coup, c'est un peu quelque chose qui s'alimente, et malheureusement. Et sur l'âge des agresseurs, 22% ont moins de 18 ans. Voilà, c'est vraiment des gamins, c'est les gamins que vous avez croisés ce matin, avec qui vous avez fait de la pédagogie. Est-ce qu'on a raté quelque chose quand on voit que des jeunes de moins de 18 ans agressent des personnes homosexuelles ? Je pense qu'au sein des établissements scolaires, il faut vraiment que la question de l'éducation sexuelle soit prise en charge, mais davantage. C'est-à-dire que les moyens ne sont pas assez importants. Et nous, on intervient de façon bénévole dans les collèges, dans les lycées, mais on est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Enfin, on fait 25 établissements en Alsace, il y en a bien plus que 25 Qui devrait intervenir, du coup, qui devrait endosser ce rôle ? Potentiellement, l'État devrait peut-être... L'éducation nationale. Oui, l'éducation nationale devrait prendre à charge ce travail. Je me rappelle les cours de morale à l'époque, quand j'étais petit. On expliquait ce que c'était que la société, la morale, le respect de l'autre. Demain, vous serez avec le maire de Strasbourg, Roland Ries, vous serez avec Mathieu Kahn, cérémonie à 18h30. Qu'est-ce qui va se passer à cette cérémonie ? Alors du coup, on va présenter les chiffres du rapport un peu plus en détail. On va citer aussi des témoignages pour incarner le propos. Et l'idée, c'est vraiment que tout le monde, de prendre conscience de ce qui se passe et essayer d'avancer, essayer de comprendre aussi ensemble. Et que ça prenne corps et peut-être se mobiliser
ensemble. Il y a un numéro de téléphone, c'est un numéro qui est important, c'est un numéro totalement anonyme. Si vous avez été victime, si vous avez envie de parler, vous n'hésitez pas, ce 01 48 06 42 41. Merci beaucoup Floriane. Merci. On va boire un petit coup là maintenant. Non, je blague, je déconne évidemment, on est en télévision, on ne peut pas faire ça. Par contre, on peut parler des terroirs. Valérie Zago, Apicurien. Au sommaire, Grand Cru Brunterdahl. Ensuite, nous parlerons du domaine Neumeyer, un petit objet design. Et pour finir, direction le sud-ouest pour un Jurançon. Mais là, direction côté Molsheim, c'est là où vous nous amenez ce soir pour le Grand Cru Brunterdahl. Exactement, donc c'est un petit Grand Cru, seulement 18 hectares 40. Petit par la taille. Petit par la taille, grand par les vins. C'est un Grand Cru qui a été classé dans le type de sol des marneaux calcaires. Particularité de ce terroir? Alors les sols sont peu profonds, notamment au sommet, mais c'est un terroir qui est également très caillouteux, beaucoup de cailloux calcaires. Ensuite, il a une très belle exposition, parce qu'on est sur une exposition sud-est. Par contre, la pente est plutôt moyenne. Mais c'est ce qu'on voit sur les images. Exactement, oui. Donc vous voyez, pente plutôt moyenne. Ouais. La vraie particularité, c'est que c'est un amphithéâtre. Donc protégé des vents froids du nord-ouest. Du coup, tous les éléments sont propices à une très belle maturité des raisins. Et c'est un cru relativement jeune. Alors, pas réellement, c'est-à-dire que le vignoble est extrêmement ancien, parce qu'à l'origine, c'est des moines chartreux qui sont à l'origine de ce grand cru. Simplement, il a failli disparaître. C'est pour ça que je dis que c'est un vignoble relativement récent, puisqu'il a fallu attendre les années 60 pour qu'on replante et qu'on se réintéresse à ce vignoble. À un moment donné, Molsheim était quand même plus connu pour son industrie, et du coup, les habitants étaient plus partisans d'aller travailler à l'usine que de travailler la vigne. On a bien fait de s'y réintéresser. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les vins? Alors les vins, ce sont des vins qui sont plutôt droits, mais qui ont une belle... droits. Oui, qui sont plutôt droits, donc voilà. Okay. Donc. Avec une belle amplitude, et toujours avec une longueur qui est accentuée par des notes salines et également d'iode. Alors maintenant, c'est des vins au potentiel de garde qui sont extrêmement importants, et comme tout vin à potentiel de garde important, ça nécessite de les attendre, et du coup, dans la jeunesse, ils sont un peu austères. Donc il est préférable d'attendre la 5e année minimum pour pouvoir commencer à les apprécier. Je vous avais dit, Denis, c'est une grande pro quand elle parle du vin. Ouais, une adresse que vous nous conseillez ce soir. Alors, ce soir, je vous conseille le domaine Neumeyer, qui est un domaine familial, qui est conduit en agriculture biologique. On a rencontré Jérôme Neumeyer, on regarde. Je dirais le Riesling pour son côté salin qui s'épanouit sur le calcaire du Brudertal. Je parlerai des multiples confréries de moines qui se sont succédés sur le Brudertal, qui ont laissé le nom Bruder le frère, Tal la vallée. Alors c'est un grand cru du nord de l'Alsace, sur un sol de Muschelkalk, qui est relativement modeste, 18 hectares, et qui compte 8 metteurs en marché. Il ne manque jamais dans ma cave de Barolo du Piémont, parce que c'est une région que j'adore et j'ai tous les ans le plaisir d'y retourner. Alors ce serait un Brudertal du millésime 2016, 2 ans après mon installation, qui est vraiment un beau millésime solaire qui s'est bien exprimé notamment sur les Riesling. Ce serait une tarte à la rhubarbe, pour l'équilibre entre l'acidité et le sucre. Et ben voilà, vous nous avez fait plaisir. Bon, maintenant vous avez un objet en main, on ne sait pas ce que c'est, Valérie. C'est une petite forêt, mini-forêt. C'est quoi à votre avis? Alors, petite... Varieras, Mademoiselle Varieras. Oui, une forêt des mains qui se tendent. Non. Denis, c'est quoi? Denis pourrait dire que c'est le petit frère du trophée du tournoi de Bercy. Je rêverais d'avoir un trophée comme ça, parce qu'on est en recherche de trophées pour les internationaux de Strasbourg, et comme on est éco-responsable, ça urge quand même, que c'est en bois, ça me plaît beaucoup. Et en plus, pour la petite anecdote, donc c'est une maison d'édition française. Le bois, c'est du peuplier issu uniquement de forêts gérées durablement. Sauf qu'on sait toujours pas ce que c'est. Voilà, mais c'était pour l'information. En fait, il s'agit de sous-verre.
Ah, c'est vachement bien. Très joli. Je trouve ça extrêmement élégant. À vin ou à bière? Alors ça peut être sous verre, ça dépend de la taille du pied, on est bien d'accord, mais ça peut être, effectivement, ça peut être des pendants d'oreilles, hein, comme nous pouvons regarder Mathieu, mais non, ça peut être sous verre de bière et autres boissons. Voilà, c'est un bel objet à mettre sur table. C'est très sympa, c'est une bonne idée de trophée. Et on termine avec votre coup de cœur apicurien. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans le sud-ouest pour une appellation qui s'appelle Jurançon. La cuvée s'appelle la Mangeandia, voilà, du domaine La Paire. On est sur un 100% Petit Mansingue, un cépage illustre du Jurançon. C'est une vendange tardive, puisque nous sommes sur une vendange à partir du mois de novembre, donc il s'agit d'un moelleux, pas d'un liquoreux par contre. Le nez est extrêmement expressif sur la rose, le lilas, les épices, notamment le curry, des notes de miel également et de fruits exotiques. En bouche, vous avez une acidité fine avec une concentration de matière, énormément de fraîcheur et d'élégance. C'est un très joli Jurançon pour découvrir cette appellation ou la redécouvrir. Très bon rapport qui a été pris pour la qualité de la bouteille. Voilà, c'est le conseil du soir, Jurançon. Bien sûr, tout cela, vous le retrouvez sur le site apicurien.fr. Il y a plein de petites pépites sur ce site. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Une dernière question avec Denis Desgenais, après je vous libère tous. Combien de personnes attendues aux IS? Ça commence ce samedi, toute une semaine. C'est 20-25 000 personnes? C'était 25 000 en 2018. J'espère qu'on fera autant. J'ai dit j'espère parce que je pense que potentiellement avec le plateau qu'on a, on doit le dépasser. Mais à condition qu'il fasse beau tous les jours. Et on va croiser les doigts. Alsace 20, évidemment, il sera tous les jours à midi, en direct jusqu'à 12h30 et bien sûr encore le soir. Merci Denis, merci beaucoup Floriane. Journée SOS Homophobie, c'est demain. Merci Valérie et Mathieu. Nous on repart dans l'actualité. Rendez-vous du logement et de l'habitat avec notre partenaire de la CIBAR. Je vous dis à demain 19h. Salut. Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, nous sommes à Vasselonne, au centre médico-social qui est géré par le département du Bas-Rhin. Et aujourd'hui, la CIBAR met en place une nouvelle structure, un bureau décentralisé. C'est une première, c'est une permanence. Je vais vous proposer de voir ce que ça représente. Venez avec moi. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes au centre médico-social de Vasselonne avec Freddy Zimmermann. Bonjour Freddy. Bonjour. Aujourd'hui, on le rappelle, c'est une première permanence de votre bureau décentralisé en fait de Strasbourg. C'est ça l'idée? Tout à fait. Alors expliquez-nous en fait le constat de départ, c'était quoi? Il y avait un besoin de vous déplacer dans d'autres communautés de communes du département 67 pour aller à l'encontre des locataires, c'est ça un peu l'idée? C'est exactement ça. Donc il y a une demande forte aussi de la part de nos locataires qui parfois ont du mal à se déplacer pour aller sur Strasbourg, doivent nous téléphoner, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important d'être proche de nos concitoyens, proche de nos locataires aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de démarrer ici à Vasselonne, sur le territoire de la communauté de communes, sur laquelle nous avons rajouté les communes de la Somméro, qui est juste à côté. Et donc, une journée où nous sommes présents avec des personnes des différents services de la CIBAR pour être à l'écoute des locataires ou des non-locataires. Si quelqu'un cherche un logement, il peut venir nous voir. Donc il y a quelque temps, on a fait un reportage lors des permanences que vous mettez en place dans les résidences seniors, comme on l'a fait à Reichshofen il y a 3-4 semaines. C'est un petit peu le même topo, c'est un peu la même idée que ce que vous faites dans les résidences seniors? C'est la même idée que dans les résidences seniors, sauf que là-bas, nous avons des petites permanences de 2 heures. Donc là, ici, nous sommes présents pour la journée. D'accord. Donc de 8h à midi. Plusieurs fois dans le mois, c'est ça? Donc 2 journées par mois. Le 2e et le 4e lundi de chaque mois,
nous serons ici à Vasselonne et nous essayons de répondre à toutes les problématiques sur le territoire ici, que ce soit en termes de vacances de logement, en termes de réponse à nos locataires, vraiment être proche de nos locataires. Vous couvrez un ensemble en fait de difficultés que peuvent rencontrer les locataires, voilà. C'est ça, pour répondre au mieux et au plus Quel que soit le problème possible. rencontré par un locataire, nous devons aujourd'hui être en capacité d'y répondre. Alors imaginons, peu importe, prenons-moi, j'arrive aujourd'hui, ce matin, je sonne à la porte, quelqu'un de la Cibar m'ouvre, j'ai une difficulté, je ne sais pas laquelle, imaginons, je ne sais pas, j'ai une difficulté dans mon logement avec une fuite ou un volet qui ne ferme plus ou qui ne s'ouvre plus. Je viens ici, qu'est-ce qui se passe? Comment est traité en fait mon problème? Vous venez ici, on va vous diriger vers le gestionnaire, puisque c'est de sa responsabilité, oui. C'est sa responsabilité de gérer votre problème. Et donc, vous allez discuter avec lui, et c'est lui qui va vous expliquer comment les choses vont se passer. Il va vous dire, voilà, on va prendre rendez-vous, on va vous contacter avec une entreprise pour vous régler votre problème, ou autre chose. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que la personne reparte avec la réponse. Et quel est le bilan maintenant en milieu de journée? Il y a eu du monde, parce que c'est une première, il a fallu faire une communication aussi autour, les gens ne sont pas habitués à ce qu'il y ait une permanence. Comment ça s'est passé? Comment vous avez géré? Donc les locataires ont été informés via un courrier en disant que voilà, vous pouvez venir nous rendre visite si vous avez tel ou tel souci, telle ou telle question, tel ou tel problème. Ce matin, on a eu déjà une petite dizaine de personnes qui sont venues. Quand même. Donc une personne qui est venue chercher un logement. Et il faut maintenant que les gens prennent l'habitude de savoir que tous les 2e et 4e lundis du mois, nous sommes présents. Et puis je pense qu'à un moment donné, une fois que ça sera bien assimilé, nous aurons beaucoup de monde qui viendra nous voir. Alors Vasselonne est un petit peu une phase test. L'idée, c'est d'en mettre vraiment un peu partout. Haguenau, par exemple, Lauterbourg, quand c'est un peu excentré de Strasbourg, l'idée, c'est d'avoir une antenne locale un peu, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc nous allons prochainement développer ce système sur d'autres territoires, Haguenau, Schirmeck, pourquoi pas Sarre-Union, hein. Nous organiserons tout ça et nous essaierons aussi de créer en fait un sorte de télétravail, hein, pour nos salariés qui résident dans le secteur où nous ferons des permanences pour leur éviter de venir à Strasbourg de faire des allers-retours et de pouvoir travailler sur le territoire concerné. Ce sont les locataires qui se déplacent. Par contre, vous me disiez tout à l'heure, il n'y a pas que les locataires qui peuvent venir ici quand ils ont une difficulté. Vous parliez d'élus, vous parliez... Voilà. Lorsque quelqu'un recherche un logement, il ne s'adresse pas tout de suite à la Cibar. En règle générale, il va voir son maire. La mairie, ouais. Il va voir le maire. Et donc, nous avons aussi informé les maires de notre présence qui, à leur tour, peuvent venir nous parler de leurs problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur commune. Leurs besoins, par exemple. Et leurs besoins en termes de logement, ou de nous dire, voilà, j'ai telle personne qui est venue me voir, je vais vous l'envoyer pour une demande de logement. Donc on maille vraiment tout le territoire à différents échelons pour essayer d'être le plus efficace possible. Eh ben, merci en tout cas de nous avoir partagé cette nouvelle permanence. On va voir ce que ça va donner. On se retrouve peut-être dans quelques mois pour faire un bilan. Tout à fait. Quant à nous, on se retrouve à partir de jeudi prochain. On vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. À bientôt.